Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la reconnaissance des tableaux cliniques de claudication intermittente atypique. C'est Florence Morisseau qui est formatrice Mackenzie qui vous fait aujourd'hui la présentation. Florence est passionnée de sport, passionnée de kiné, passionnée de musculo-squelettique et plus spécifiquement rachialgie et membres inférieurs. Et donc, elle va vous partager sur le temps de cette toute petite demi-heure et peut-être même quelques temps pour des questions très courtes à la fin. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. J'essaye de les relever pendant que Florence fait sa présentation. L'idée, c'est de ne pas l'interrompre pendant la présentation et puis de lui poser les questions à la fin, sauf si vraiment il y a un gros souci technique. Voilà, je te laisse la main, Florence. Trop bien, merci et merci à tous de m'accorder ce petit temps sur votre pause déj. Je vous imagine chacun derrière votre ordi avec le petit sandwich ou la salade qui va bien. Autre petite précision aussi, Julien, on s'était dit que s'il y a des questions qu'on n'a pas le temps d'adresser, on se fera un plaisir d'y revenir peut-être sous différentes formes, que ce soit format audio ou format vidéo. En tout cas, elles ne seront pas laissées sans réponse dans la mesure de nos compétences. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des pathologies vasculaires et puis vous allez voir que c'est un sujet qui m'est cher parce que quelque part, j'en ai fait l'expérience et c'est forte de cette expérience que je me suis amusée à chercher un petit peu davantage à la fois sur ce qui avait été publié et puis ce qu'on en connaissait à l'heure actuelle. Donc, bon, je ne me présente pas, hein, Julien l'a fait, on passe aux choses sérieuses tout de suite. Donc, la claudication intermittente, le mot claudication, c'est un mot dérivé du latin claudicare, et ce terme est utilisé pour décrire une douleur dans la ou les jambes qui surviennent pendant un exercice, comme par exemple la marche ou la course, et qui s'améliore ou disparaît complètement au repos. Ces claudications intermittentes typiques sont les plus fréquentes chez plutôt les personnes âgées, présentant notamment de multiples comorbidités médicales. Donc, parmi les étiologies, on connaît les claudications artérielles, les claudications veineuses, les claudications neurogènes, et puis il y a aussi des pseudo-claudications d'origine plus musculo-squelettique. Donc, la claudication artérielle, elle est définie comme une douleur qui va être reproductible ou une faiblesse dans un groupe musculaire induite par l'exercice et soulagée par le repos, qui entraîne une dégradation de la qualité de vie pour des nombreux sujets affectés. Mais il existe aussi un sous-groupe unique de patients jeunes, en bonne santé, athlétiques, qui présentent cette claudication dite atypique. Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est de se rendre compte que les signes et symptômes de claudication, quelles qu'en soient les origines, y compris dans le groupe de jeunes en bonne santé, elles ont un petit peu toutes les mêmes signes et symptômes. Les causes les plus communément reconnues de claudication atypique sont des syndromes compartimentaux chroniques d'effort, ou on le connaît mieux sous le terme syndrome d'éloge, mais aussi des syndromes de l'artère poplitée piégée, syndrome qu'on va plutôt appeler endofibrose de l'artère iliaque externe, donc là qui s'adresse à un gros vaisseau. Et puis, il y a aussi d'autres syndromes que vous connaissez très bien, qui sont par exemple le syndrome du tunnel tarsien. Donc, ceux-ci sont souvent en lien avec des pathologies du tissu mou environnement. Et ces syndromes, quelque part, sont le résultat de contraintes anatomiques, que ce soit sur l'artère, que ce soit sur le nerf, qui produisent ces claudications intermittentes symptomatiques. Alors, quelque part, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux pathologies atypiques. Et si vous voulez bien, même si je vais faire un petit retour et une brève parenthèse sur l'artère poplitée piégée et le syndrome compartimental chronique d'effort, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de l'endofibrose de l'artère iliaque externe. Donc, en fait, la claudication atypique, elle se caractérise avant tout par des douleurs, crampes musculaires isolées, gonflements. En tout cas, c'est des sensations qui arrivent à des durées d'exercice assez longues, souvent mesurées plutôt en miles, c'est pas en pâté de maison comme on pourrait l'imaginer dans une… Ah, t'as enlevé une partie. Comme on pourrait l'imaginer chez une personne âgée avec une claudication d'origine artérielle. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on a souvent un schéma d'échec à la prise en charge médicale. C'est que c'est souvent des patients qui arrivent avec plus de 2 ans de symptômes. Alors, l'artère poplitée piégée, suivant les écrits et suivant la littérature, on retrouve une incidence qui va être rapportée entre 0,6 et 3,5% dans une population athlétique sans risque
artérosclérotique. Cependant, la prévalence de la restriction de l'artère poplitée piégée semble être beaucoup plus élevée, y compris chez les patients complètement asymptomatiques. Et elle va être bilatérale dans un certain nombre, dans les 2 tiers des cas. L'épidémiologie, elle n'est pas totalement bien connue, même s'il y a plusieurs tentatives d'explication. Et l'étiologie la plus, comment dirais-je, retenue, c'est avec un problème, en lien avec un problème d'embryogénèse. Tu veux que j'avance un peu? Ensuite, pas du tout. Ensuite, Pardon. le syndrome compartimental chronique d'effort, il est peu commun, il est mal diagnostiqué aussi, il est d'autant mieux diagnostiqué qu'il est bien connu par l'univers médical. Il affecte principalement les jeunes athlètes, l'âge moyen c'est à peu près 20 ans, des pratiquants de foot, de football américain, cyclisme, tennis, gym. C'est plus souvent dans les membres inférieurs, mais on a quand même des présentations dans les membres supérieurs, notamment chez les gens qui font du motocross ou de la moto enduro. Alors, dans cette étude-là, donc non, bouge pas, dans cette étude-là sur lesquelles il y a peut-être un clic d'avance d'ailleurs, ces 2 études de William et Turnipseed nous rapportent des données intéressantes, notamment sur 854 patients évalués, tu peux passer. Il y a des infos démographiques sur les patients avec une claudication intermittente atypique. Les femmes sont d'ailleurs de plus en plus représentées, peut-être juste en lien avec le fait qu'elles sont plus nombreuses à faire d'un sport en compétition au fur et à mesure que le temps passe et que l'accès au sport est privilégié pour les femmes maintenant aujourd'hui. Ensuite, on a des informations en termes de symptômes. Notamment, on décrit des paresthésies, gonflements, des ischémies bilatérales, claudication. Et puis aussi des informations démographiques sur les patients avec des syndromes compartimentaux chroniques d'effort, avec notamment les types des loges qui vont être essentiellement touchés. Et là, on aura essentiellement la loge antérieure. Et souvent, ça peut être bilatéral. Et en termes de traitement, on aura recours, dans une grande majorité des cas, à des fasciectomies. Donc, tu peux passer. Moi, j'avais choisi de vous parler de l'endofibrose, tout simplement parce que j'y étais touchée. Et j'aurais voulu savoir si déjà, parmi vous, qui connaissait. Alors, peut-être vous pouvez mettre un pouce levé si vous connaissez, un pouce vers le bas si vous ne connaissez pas. C'est juste pour moi, par intérêt intellectuel, savoir combien c'est méconnu, au contraire, si c'est déjà bien connu dans notre population de kinés. Alors, l'endofibrose induite par l'exercice, c'est le nom un petit peu plus savant de ce qu'on appelle communément l'endofibrose de l'artère iliaque externe, et c'est la 3e forme atypique de claudication intermittente du jeune athlète. Donc, c'est une condition qui est principalement observée chez des sportifs qui pratiquent une activité intense, prolongée, comme les cyclismes. Et c'est l'épaississement de la paroi artérielle qui va avoir un impact à l'effort, qui entraîne une insuffisance d'augmentation du débit artériel derrière les membres inférieurs, qui cause les symptômes. Mais il y a ceci de particulier qu'il n'y a 0 symptôme au repos. Alors, pourquoi c'est important de connaître cette symptomatologie? Tout simplement parce que souvent, une méconnaissance va entraîner des retards de diagnostic. Alors, soit c'est des gens qui vont arrêter leur activité par dépit, soit c'est des gens qui vont continuer, forcer sur la symptomatologie et accélérer l'évolution de la pathologie, soit c'est des gens qui vont être complètement en errance thérapeutique. Alors, typiquement, dans ma situation, tu peux passer, j'ai commencé à avoir des symptômes, même si normalement c'est décrit avant 40 ans, je dois faire partie des électrons libres à ce niveau-là. C'est des symptômes qui sont arrivés lors d'une séance d'intensité. Et je me souviens très bien de cette séance parce que c'était en décembre 2022. J'avais 1 minute 30 à faire en I4, suivi de 30 secondes à faire en I5, suivi de 1 minute 30 de repos. Et j'ai vraiment eu cette sensation de brûlure, de serrage dans la jambe, d'impotence fonctionnelle quant au fait de faire tourner les jambes rapidement, qui m'a demandé vraiment de m'arrêter. Et j'ai reconnu d'emblée des signes et symptômes qui ressemblaient à ce que je pouvais ressentir quand je faisais un travail en musculation, en restriction sanguine avec du BFR. Donc pour moi, le diagnostic a été assez clair que c'était en lien avec un problème vasculaire. Alors au départ, j'avais des douleurs uniquement sur des séances d'intensité.
sur des séances de côte. Par contre, dès qu'on s'arrête, la douleur s'arrête dans les 15 secondes. Et puis, la douleur était peut-être d'autant plus rapide à s'installer que je faisais des séances de PMA sur vélo. Toujours ce que je vous disais, zéro douleur au repos, zéro douleur au renfort, ce qui fait que finalement, au début, on vit avec assez facilement parce que juste après la séance, on oublie vite qu'on a eu terriblement mal pendant cette séance. Pour autant, au fur et à mesure que le temps passait, bah, au lieu d'avoir mal à 14 km/h, j'avais mal à 12, puis à 11, et sur la fin, bah, j'étais confortable entre 9 et 10, et dès que je dépassais 10, c'était vraiment très inconfortable. Alors, on peut passer. L'endofibrose de l'artère iliaque, bien qu'inhabituelle, ça peut être une condition relativement courante observée chez les jeunes athlètes. Elle est fréquemment observée chez les cyclistes, chez les coureurs de compétition, mais elle est également décrite chez les patineurs de vitesse, les skieurs de fond. Et l'âge médian de la présentation est de 25 ans et il ne semble pas y avoir de prédilection de genre. Le processus de la maladie, il est caractérisé par un épaississement de l'intima et une réduction alors subséquente du diamètre de l'artère par des fibres de collagène, par du tissu fibreux et par de la prolifération de muscles lisses. La physiopathologie, elle est théorisée comme étant due à des microtraumatismes. Attends, comme des microtraumatismes répétitifs, notamment pendant la flexion de hanche, peut-être lié aussi à un stress de cisaillement et ceci dans des débits cardiaques extrêmement importants. Une chose est sûre, c'est que le nombre d'heures passées sur un vélo semble être associé au développement de l'endofibrose. Pour autant, on trouve aussi des endofibroses chez des coureurs et pas chez que des trailers qui pratiquent de la course avec du fort dénivelé, donc aussi un coudage de l'artère iliaque. Donc, manifestement, il n'y a pas que l'artère iliaque, le coudage qui est en lien avec la symptomatologie. On peut passer. L'explication, elle est sûrement multifactorielle. Donc, on a des facteurs mécaniques, comme je viens de vous décrire, une position de hanche hyper fléchie, des mouvements répétés de flexion-extension qui peuvent créer des microtraumatismes au niveau de la paroi de l'artère, une hypertrophie du psoas qui peut augmenter l'étirement de l'artère. Il peut y avoir des facteurs systémiques comme l'hérédité, même si elle n'est pas prouvée, le fait de pratiquer un exercice intense qui peut modifier la vasodilatation dépendante de l'endothélium. On retrouve aussi parfois des anomalies du métabolisme de la méthionine. C'est une anomalie qui sont retrouvées chez de nombreux patients opérés. Et puis, il y a des troubles dans la synthèse du collagène et de l'élastine. Et notamment, on remarque la présence accrue de certains récepteurs dans ces zones de fibrose. Donc, quelque part, moi, j'aime bien présenter l'endofibrose comme quelque chose qui ressemble à de la maladaptation, du remodelage vasculaire nécessaire pour s'adapter aux besoins en débit sanguin élevé auquel s'expose l'athlète. Alors, d'un point de vue présentation clinique, on peut passer. On a une étude Delphi qui a été proposée en 2016. Voilà, une étude Delphi qui a été proposée en 2016, notamment par l'équipe du professeur Abraham, qui est à Angers, qui est sûrement le professeur qui a le plus cherché sur l'endofibrose en France, en parallèle avec des équipes au Québec, et qui ont en fait eu cette approche d'étude Delphi en 3 tours parmi des chirurgiens vasculaires, des médecins du sport, des scientifiques du sport, des radiologues, des scientifiques vasculaires, qui avaient une expérience dans le traitement de ces conditions pour explorer les problèmes de diagnostic et de gestion clinique pour ces patients qui étaient suspectés d'avoir une endofibrose de l'artère iliaque. Alors, cette analyse s'est basée sur le fait d'avoir 18 réponses au deuxième tour, 14 réponses au troisième tour, et un accord était rapporté lorsque 70% des répondants étaient d'accord entre eux. Donc, en fait, l'issue de cette étude Delphi, c'est qu'il existe un bon agrément sur la reconnaissance des symptômes, sur les examens complémentaires auxquels il va falloir exposer les patients chez qui on suspecte cette pathologie. Par contre, il existe un manque d'agrément sur les soins post-opératoires, des protocoles de reprise de l'activité et les critères diagnostiques pendant les tests non invasifs. Parmi les symptômes, ce qui est vraiment commun, c'est ce que je vous décrivais, une claudication intermittente, la sensation de serrage, la sensation de paresthésie.
Ça peut être bilatéral dans 15% des cas. C'est plus souvent unilatéral et sur le membre non dominant. On peut avoir une sensation de faiblesse. Vous savez, quand votre muscle aurait travaillé avec une très lourde charge, vous avez cette sensation de brûlure et vous êtes à l'échec d'une répétition supplémentaire quand vous faites par exemple un squat chargé. Cette sensation de faiblesse, vous pouvez très bien la ressentir. Sensation d'engourdissement, de pied qui s'endort. Moi, je me souviens avoir eu me faire la réflexion que, en fait, ça devait faire des années que ça existait parce que depuis des années, j'avais fait le deuil de sentir mes pieds quand je courais. En fait, je courais un peu comme sur des moignons. Mais pour moi, c'était plus dû à un syndrome de Raynaud. Et en fait, bah, c'est marrant, depuis que je suis opérée, je ressens mes pieds. Je vous assure, c'est super cool. Et puis, certains vont avoir aussi des sensations de gonflement. On peut aller à la suivante. Tu peux aller à la suivante encore. Parmi les examens complémentaires, attendez, j'attends la slide suivante. Elle ne veut pas. Donc voilà, parmi les examens complémentaires, ce qui va être intéressant, c'est notamment après avoir produit un effort, notamment un effort qui va redéclencher la symptomatologie, on pourra d'abord rechercher un souffle à l'auscultation sur les artères iliaques et artères fémorales. Et ça, chez quelqu'un qui a un syndrome de l'artère iliaque externe relativement avancé, c'est quelque chose que nous, on peut repérer assez facilement avec un stéthoscope. Généralement, c'est quand même des gens assez fit, donc on arrive assez facilement à aller entendre ce souffle si il est extrêmement important. Je vois en même temps un petit message de Vincent, je me permets de répondre tout de suite. Oui, ces sensations, elles sont extrêmement temporaires. 15 secondes après l'effort, on ne les a plus. On n'aura jamais de symptômes au repos, absolument. Par contre, ce qui est beaucoup plus pertinent comme examen complémentaire, c'est de faire un test d'effort pendant lequel on va mesurer l'indice de pression systolique à la cheville. En fait, on va vraiment aller faire un effort maximal et dès l'apparition des symptômes et une fois qu'on est dans l'incompétence de pouvoir faire plus, moins de 1 minute après la reproduction de ces symptômes, il faut prendre la pression artérielle systolique et de manière simultanée. Et c'est là où j'ai envie de faire une petite aparté en vous disant que pour faire cette mesure de manière simultanée, il faut être équipé. Et de fait, pour avoir un examen le plus pertinent et le plus fiable possible, c'est quand même bien de le faire dans les services d'exploration fonctionnelle vasculaire. Et si on observe une chute de la pression artérielle entre 21 et 40 mm de mercure entre les deux jambes, à ce moment-là, l'examen sera positif. Après, il y a des techniques d'affinage de ce diagnostic, que ce soit par échodoppler, donc des artères iliofémorales, pour analyser quelque part l'intima et les flux artériels. C'est des choses qui vont être indispensables dans la décision de l'indication chirurgicale. On pourra faire des imageries radiologiques, que ce soit l'angioscanner ou l'angio-IRM, même si l'échodoppler reste et l'échographie vont rester la méthode de choix. Et puis, on pourra faire une angiographie diagnostique. Ça a longtemps été recommandé comme la référence, mais maintenant, elle pourrait être supplantée par des épreuves non invasives, même si, moi, à ma connaissance, tous ceux qui se sont fait opérer dans mon entourage, enfin, avec qui j'ai échangé, ont tous eu une angiographie. L'évolution, c'est là où c'est pas terrible, dans le sens où on va toujours quasiment aller vers une aggravation progressive en cas de persistance des activités. La fibrose intimale peut s'aggraver, peut évoluer aussi vers la dissection, voire l'occlusion, même s'il n'y a pas non plus des tonnes de cas reportés dans ces conditions-là. L'intervention chirurgicale, elle est recommandée comme rapide, mais on va voir qu'il faut en connaître les tenants et les aboutissants pour prendre une décision complètement éclairée. Donc, en cas d'occlusion aiguë, bien évidemment, la décision sera rapide. J'ai mis mes examens, peut-être que ce sera d'autant plus intéressant de les regarder quand vous aurez le PDF, mais vous voyez, ne serait-ce que sur le graphique avec les cubes, enfin les rectangles, qui manifestent, qui objectivent la pression artérielle, qui a une diminution très importante à droite par rapport à gauche. J'en ai fait 2 examens, allez savoir pourquoi, mais les 2 allaient dans la même direction. On pourra
ajouter aussi une angiographie. Donc, j'ai mis aussi mes images d'angiographie, mais ce que je vous propose, c'est de passer peut-être un petit peu vite et aller sur l'indication chirurgicale de manière à pouvoir que vous puissiez quelque part conseiller et orienter rapidement vos patients. Donc, la décision chirurgicale, tu peux passer un petit peu plus loin, Julien. La décision chirurgicale, elle est très individuelle dans le sens où, dans un premier temps, c'est l'arrêt de l'activité qui pourrait être la meilleure ou la première modalité de traitement. Par contre, s'il y a un impact sur la qualité de vie, et notamment, je vous ai dit, ça touche des jeunes athlètes, ça touche souvent des jeunes athlètes extrêmement performants en pleine carrière, à ce moment-là, la décision pourra être prise. Pour autant, on n'a pas énormément de données, notamment sur le long terme. Et puis, il peut y avoir des complications sérieuses, et notamment dans la série de cas qui a permis l'étude et la pose d'un protocole opératoire en partenariat entre Angers et Québec, il y a quand même eu un décès, notamment au Québec. Donc, les recommandations, c'est en premier d'adapter la pratique sportive avant d'envisager la chirurgie, arrêter la compétition ou changer de discipline. Pour les sports nécessitant des positions aérodynamiques extrêmes, on peut modifier peut-être le positionnement pour voir s'il y a un effet. Et peut-être cesser l'activité intensive peut stabiliser la condition, mais de toute façon, on ne réduira pas complètement la symptomatologie. Le traitement médical, il n'a pas sa place. Les antiagrégants plaquettaires ne sont pas recommandés. Les interventions endovasculaires, que ce soit l'angioplastie ou la pose de stents, ne sont pas recommandées en première intention. La chirurgie, donc la plupart des experts estiment que l'arrêt empêche la progression, mais qu'elle devrait être recommandée chez la majorité des patients athlètes performants comme une stratégie de gestion initiale. Elle devrait inclure systématiquement le fait d'enlever la zone fibrosée et de réparer l'artère avec un patch veineux au niveau de l'artère iliaque externe. Ça reste la seule option curative actuelle. Elle est recommandée chez des patients fortement motivés et elle est bien codifiée. Elle se réalise généralement un côté à la fois avec des méthodes de revascularisation éprouvées qui offrent des résultats positifs. Cependant, je vous ai dit, elle comporte des risques. La convalescence est extrêmement douloureuse. Il n'existe pas de consensus strict post-opératoire, si ce n'est qu'on recommande un repos quasi complet, juste marche. Et encore, quand les chirurgiens parlent de marche, attention, ils s'adressent à des gens qui sont un peu dépendants de l'activité physique. Donc, il faut vraiment leur dire que c'est marche pour aller chercher son pain, point barre. Et la reprise de l'entraînement va se faire progressive, environ 6 à 8 semaines. Par contre, les chirurgiens alertent aussi toujours pour dire que la cicatrisation de l'artère, c'est 1 an. Donc, il y aura des examens qui est de suivi à 6 mois et 1 an, et qu'on parle d'une stabilisation de l'état seulement 1 an après. Alors, l'idée de cette présentation un peu éclair, c'était de vous sensibiliser à la présence et à la recherche de ces pathologies vasculaires chez le sujet jeune. Non, ça tu peux arrêter là, Julien. Bien évidemment, il ne s'agit pas de catégoriser tous les patients avec qui vous n'avez pas de diagnostic spécifique en pathologie vasculaire potentielle, mais bien d'être en capacité de suspecter certaines pathologies et surtout d'orienter les patients vers des spécialistes compétents. Donc, moi, je suis à votre disposition pour en parler, bien évidemment, de façon plus détaillée, que ce soit dans le chat ou à l'avenir via des questions-réponses et en vidéo. Mais j'espère que cette présentation, il faut que tu arrêtes de présenter là, juste le merci, c'est bon, que cette présentation vous aura au moins éclairé quant au fait d'aller chercher une pathologie vasculaire quand la présentation de votre patient est bizarre, quand ça ne répond pas à votre traitement et quand il a vraiment cette symptomatologie qui apparaît pendant l'activité et qui disparaît dès l'arrêt de l'activité et qui n'est jamais présente au repos. Merci Florence. Il y avait une petite question. C'était quoi l'abréviation de ABI sur la diapo des examens complémentaires? L'indice bras-cheville, ankle brachial. Ok, index, ça marche. Très bien, il y avait eu la réponse. Est-ce que cette pathologie peut survenir chez un patient de plus de 50 ans, trailer, avec des douleurs en incapacité de courir plus de 10 mètres de survenue progressive? Ça me ressemble à quelque chose qu'on connaît, peut-être. Ça peut. Alors, survenue progressive, c'est quand même,
c'est quand même pas progressif, dans le sens où tu as quand même cette notion, enfin, ça dépend ce que notre auditeur entend par progressif. Si c'est ça commence dès qu'il commence son footing et puis ça augmente à mesure de l'intensité ou qu'il y ait une côte, oui. Si c'est ça s'installe depuis des années et que c'est de plus en plus présent, euh, oui aussi, mais il y a quand même souvent un avant, un après. Et concernant la gestion de la charge d'entraînement en post-op, est-ce que tu te donnes un délai de cicatrisation de 1 an et tu adaptes cette charge pendant cette année-là? Ou est-ce que... Ouais. Ouais, ça c'est encore, c'est là où il n'y a pas de consensus en fait. Chez certains cyclistes pros, à 8 semaines, ils reprennent l'entraînement sur le vélo et j'allais dire à 3 mois, ils sont back to normal. Si on parle du cas de Camille Bruyat qui s'est fait opérer l'année dernière au mois de juin, bah, elle se fait opérer au mois de juin, elle fait deuxième à la Diag au mois d'octobre. Mais ça, c'est quand même des athlètes élites, hein. C'est des athlètes, quand on en a parlé avec Cam à Chamonix, on a toutes les deux eu la même intervention, on n'a pas eu toutes les deux la même attention post-chirurgicale parce que bah, Camille, elle a 30 ans, son corps c'est son métier, elle est payée pour être athlète Salomon et elle a pris un soin inouï post-opératoire et elle a très très bien fait de passer par cette phase extrêmement attentionnée et attentive. Moi, forcément, bah, j'ai d'autres contraintes, j'avais d'autres obligations, je ne suis pas dans le même prisme, je ne serai pas championne du monde de trail l'année prochaine. Donc, j'ai sûrement été un petit peu moins attentive, euh, pas sur la remise en charge, hein, mais peut-être sur toute la partie gestion bah, de la chirurgie en tant que telle, parce que c'est quand même une chirurgie invasive. C'est extrêmement douloureux. Il y a des adhérences qui se créent assez facilement. Alors, il y a une préservation de la sangle abdominale, mais ils sont quand même obligés bah, de l'écarter sévèrement pour aller chercher l'artère iliaque. Donc, tout ça en fait une pathologie dont les suites opératoires ne sont pas si simples que ça. Ok, merci beaucoup Flo. Je vous invite tous Juste, à attends, poser vos... Ouais, il y a une on question qui va m'interpelle. peut-être couper parce qu'il est 13 heures, on pourra répondre un petit peu après, sinon, comme tu veux. Ouais, L'idée, c'est... n'envoyez pas chez un cardiologue, envoyez dans un service d'exploration fonctionnelle vasculaire. Donc, c'est dans les CHU. Plutôt service médecine du sport d'un CHU. Ok, merci Flo. Eh bien, merci beaucoup. Vous êtes invité à déposer vos questions dans le chat qui est toujours accessible. On essaiera de vous répondre plus tard en face à face Flo par une autre visio. Merci à l'Institut Mackenzie d'avoir permis l'organisation de ce webinaire. Et puis, bah, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre Florence et les autres formateurs dans les formations. Et Et on puis à se, nous liker sur Instagram. et allez suivre sur Instagram le compte de l'Institut Mackenzie France sur Facebook. Et puis de suivre bien évidemment Florence sur son compte où elle publie énormément de contenu en vidéo. On vous souhaite Attention. un bon appétit pour ceux qui ont pas fini leur gamelle et puis bon patient pour ceux qui reprennent.